Bonjour Pierre. Bonjour Thierry. C'est la rentrée des classes, tu m'as l'air bien studieux comme ça. Voilà. Dis-moi, je me pose une question, je me pose des questions. Et je viens te voir parce qu'en fait, on m'a remis ce document qui s'appelle « Mettre en place une activité de découverte de la vaccination en cycle 2 et 3 ». Donc ça s'adresse à des enfants cycle 2, CP, CE1, CE2, cycle 3, CM1, CME2, donc tu vois, à d'âge primaire. Et en fait, je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Effectivement, on parle beaucoup de vaccination, de commencer à mettre des concepts scientifiques là-dessus auprès des enfants. Je me dis, ça va dans le bon sens. Et tel que c'est présenté, il y a des choses qui restent obscures pour moi. Okay. Et je voudrais savoir si tu pourrais m'éclairer. Okay. D'accord ? J'ai surligné un petit peu, je vais te les proposer comme ça. Je t'ai pas préparé à ça, hein, donc non, tu vas me... et d'ailleurs, le but est clair, c'est l'éducation nationale peut contribuer à aider les élèves à mieux comprendre le fonctionnement et la circulation des virus, ainsi que la contribution du vaccin à la réponse immunitaire. Tel est l'objet de cette ressource que j'ai entre les mains. Okay. Donc ça, c'est excellent. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, il y a énormément d'éléments. Tu vois, ce sont des séquences pédagogiques qui sont proposées, donc avec des situations pédagogiques à proposer par l'enseignant. Et tout de suite, le ton est donné, puisque ça s'inscrit en grande partie dans le cadre de l'enseignement moral et civique, avec la notion de respecter autrui et construire une culture civique. Donc, dans la logique, finalement, que on se vaccine d'abord et avant tout pour les autres. D'accord ? Ça, c'est un point sur lequel ce n'est pas évidemment clair pour moi. Cette notion de protection des autres au travers de... J'ai même eu l'impression, alors tu vas me dire, hein, ça c'est vraiment question de béotien. J'ai même eu l'impression que on se rendait compte, par exemple, avec la situation de la Covid-19, que les personnes vaccinées étaient porteuses asymptomatiques et donc potentiellement plus contaminantes, surtout que, étant vaccinées, elles mettaient moins en place les gestes barrières, qui eux par contre avaient leur pertinence. Donc est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas ? Alors, de ce que moi je sais, de ce que j'ai étudié, de ce que je sais à ce sujet-là, effectivement il y a une vraie problématique, il y a quelque chose de pas très logique dans le fait de chercher, de donner comme argument de se vacciner pour les autres. Il y a un vrai problème dans la façon dont le vaccin est supposé fonctionner. C'est un argument qui a du mal à passer. Ce qu'on a retrouvé pendant la période de la pandémie, c'est vrai qu'on a vu assez rapidement que les personnes qui se sont fait donc injecter et les personnes qui n'avaient pas reçu ces injections avaient quasiment les mêmes taux, en fait, les mêmes charges virales. D'accord. On a découvert ça assez vite, ce qui a donné une petite méfiance en fait par rapport au vaccin et ce qui a grandement diminué en fait son efficacité potentielle qu'on nous avait vendue au départ comme au-delà de 90%. Par la suite, ce qu'on a découvert aussi, c'est que les personnes qui avaient été vaccinées et qui du coup avaient une charge virale plus importante pendant la période où ils étaient vaccinés, pouvaient être potentiellement plus vecteurs en fait, de transmission. Parce que justement, s'il y a une différence entre la charge virale qui est transmise et la réponse immunitaire, il peut y avoir en fait une réaction, c'est-à-dire tout comme on a vu, il y a des gens qui ont été vaccinés qui ont développé quand même la Covid, oui. D'accord ? Et surtout, là où ça pose problème, c'est que dans la méthodologie de la vaccination, il n'y a pas de spécificité, c'est-à-dire que il y a exactement les mêmes dosages pour tout le monde. À la même charge virale. La même charge. C'est-à-dire que le vaccin est fabriqué pour tout le monde de la même façon, alors que normalement, elle doit répondre à certains critères très spécifiques de la personne à un certain moment pour être sûr de son efficacité. Et encore là, je parle du principe de la vaccination. Oui, si on rentre dans le cadre du principe de la vaccination. Exactement. C'est-à-dire ne pas dépasser la capacité immunitaire de la personne. Voilà, ne pas dépasser et surtout décider du bénéfice-risque en fonction de l'état immunitaire et des capacités de réponse de l'individu à ce moment-là. Et là, on a décidé de vacciner à tour de bras de façon aveugle. Mmh.
Et donc là, on peut s'attendre effectivement à des réactions immunitaires excessives, donc de type allergique, et du coup des charges virales qui peuvent être aussi très très élevées. Donc se retrouver finalement dans quelque chose qui est un petit peu contre-productif, où on décide de féliciter de féliciter des gens qui se sont fait vacciner en leur autorisant en fait à ne plus maintenir des gestes barrières et ce genre de choses, alors que potentiellement ils peuvent se retrouver dans une situation pire de risque pour l'environnement, je dirais, qu'une personne justement qui n'est pas vaccinée, parce qu'elle n'a pas de réaction excessive. D'accord ? Parce que la différence entre l'immunité naturelle et l'immunité que l'on est supposé obtenir par le vaccin, c'est que l'immunité naturelle se fait en fait par dépression. C'est-à-dire que l'élément viral va passer différentes étapes dans l'organisme par lequel le corps va pouvoir à chaque étape apporter une réponse spécifique. C'est-à-dire que le virus, par exemple, quand il rentre au niveau de la bouche ou des autres orifices, il va passer par des muqueuses, il va passer par des filtres qui vont déjà épurer un petit peu le virus, mais aussi prendre des informations qui font que avant de devenir, je dirais, même pas contagieux, mais avant de devenir, entre guillemets, nocif pour l'organisme, c'est-à-dire engendrer une réaction virale, mais en fait, il va y avoir un laps de temps qui va permettre à l'organisme de bien cerner en fait le virus et du coup de commencer à préparer un vaccin naturel. Oui, une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire, mais qui va être adaptée en fait. On a ce virus qui rentre, ok, ting, 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 on l'analyse aux différents stades, on l'analyse, et à la sortie, au moment où il va commencer à se répliquer tout ça, on a une réponse qui est spécifique. Et donc cette spécificité, elle a une double pertinence. La première, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace, parce que comme elle est spécifique, elle ne va tuer que le virus. D'accord ? Elle ne va pas s'attaquer au tissu avoisinant. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle va pouvoir intervenir très tôt, parce que plus elle est spécifique, plus on peut attaquer en fait le virus rapidement. Ce qui va se passer dans la vaccination, c'est qu'on va avoir une pré-programmation, c'est-à-dire qu'on va prendre dans les labos un format, on va dire, viral type, et on va imaginer que c'est exactement ce variant-là que vous allez... On suppose que c'est ce variant-là qui va vous contaminer, et on espère qu'il va exactement correspondre, et que le vaccin va réagir avec ça. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est que entre le moment où vous fabriquez le vaccin, d'accord, et que vous utilisez en fait les souches, et le moment où le vaccin est prêt et vous êtes prêt à faire les vaccins, le virus, il a muté. Oui, il a évolué dans son environnement. Il a évolué. Donc il n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que celles pour lesquelles vous avez programmé votre vaccin. Ça, c'est la première chose. Donc il y a une inertie déjà qui pose problème. Et ensuite, vous injectez en fait, la solution directement dans l'organisme sans passer par ces filtres-là. C'est-à-dire que l'organisme va vivre un espèce de... Alors, même si le virus est atténué, il est quand même... le corps ne bénéficie pas des informations qu'il avait en amont, lorsque le virus rentrait par les orifices naturellement, et donc il ne va pas pouvoir donner une réponse spécifique. Il va donner une réponse globale. Et là, il peut y avoir des risques de réactions, donc qui vont être des réactions allergiques, et donc des effets secondaires. Et là, on ne parle même pas des adjuvants. Voilà, on ne parle pas de ça. On parle juste au niveau du principe. Ils n'en parlent pas dans le document, donc je n'en parlerai pas. Donc effectivement... Oui, ingestion et injection, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, et ça n'a pas les mêmes bénéfices, et ça n'a pas les mêmes risques. D'accord. Et du coup, on se retrouve finalement avec des gens qui sont vaccinés, qui vont potentiellement avoir des réactions beaucoup plus fortes que des gens qui ne sont pas vaccinés, d'accord, et à qui on va octroyer pour les féliciter le fait de se désengager, voilà, de la liberté, mais du coup de se désengager des gestes barrières. Alors que les gestes barrières sont au départ vraiment ceux qui peuvent garantir l'atténuation de la circulation du virus.
Oui, ça c'est quelque chose sur lequel on est à peu près, il y a à peu près un consensus autour de ça. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, la distanciation, la mise en quarantaine des personnes les plus infectées. Exactement. C'est très logique d'ailleurs, ça fait partie Ça du paraît bon sens. évident, c'est-à-dire qu'il faut laisser la personne, il faut laisser son corps exprimer son niveau de santé pour pouvoir traiter le virus et éviter de trop interagir pendant cette période-là, parce qu'effectivement, sinon, dans les échanges, on peut le transmettre assez facilement. Oui, la distanciation d'ailleurs plus que le port du masque, parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de polémiques par rapport à l'efficacité réelle du masque. Enfin, j'ai entendu un chirurgien qui disait que ça fuyait de partout. Le port du masque, au niveau de toutes les études que j'ai lues, il n'y a absolument aucune étude qui montre son intérêt. Aucune. Okay, aucune. Déjà, tout simplement parce que les masques n'ont jamais été fabriqués pour ça. Les seuls masques à la limite que l'on pourrait imaginer, ce sont vraiment les masques FFP2, mais personne n'en a eu. Personne n'en a eu. Mais ce sont les masques qui couvrent beaucoup plus sur les côtés. Oui, exactement, qui couvrent complètement. Il faut bien comprendre que les masques chirurgicaux, donc ceux qu'on a démocratisés en fait, ce sont des masques qui ont été fabriqués pour être utilisés en milieu stérile. Oui. D'accord ? Donc ce sont des tissus qui sont construits pour être dans un milieu qui est stérile, pour éviter que le chirurgien, lui, ne fasse sortir des choses de sa bouche et qu'à l'extérieur, ce soit... Mais par contre, si le milieu n'est pas stérile, vous n'êtes pas du tout protégé par rapport à ça et les échanges se font tout de même. Et la deuxième chose, c'est que ce masque-là, il va entraîner un tas de conséquences et de complications qui sont bien au-delà des bénéfices que l'on pourrait espérer avoir. Et puis il y a un protocole aussi de mise en place des masques, je pense, pour les médecins, qui n'est jamais respecté. Mais non, parce que justement, ça doit être fait normalement pour un milieu stérile, ce qui n'est pas le cas. Mais normalement, lorsqu'on met ce masque-là, d'abord il faut se laver les mains. Enfin, il y a tout un protocole, mais on ne le fait pas. On fait... Et donc là, et notamment, on avait évoqué le problème d'hypoxie, effectivement, qui était l'une des conséquences importantes. Et qui, justement, rentre le taux d'oxygène à un taux très, très, très important dans tout le phénomène en fait, de combustion, parce qu'en fait, l'organisme, pour contrôler le développement viral, va faire une chose très importante, c'est qu'il va augmenter la température. D'accord ? Parce que le virus, en fait, sa multiplication, elle se fait à une certaine température, elle est dépendante de ça. Mais en fait, au-delà de la température, il ne peut plus, et donc du coup, la multiplication est beaucoup plus lente. Donc, cette inertie, donc le corps va il va augmenter la température de façon globale. Pour avoir une régulation. Pour réguler, c'est-à-dire pour ralentir la duplication, pour que pendant ce ralentissement, lui, il puisse, dans son petit laboratoire, créer le vaccin, avec toutes les données qu'il a eues. D'accord ? Et la température durera aussi longtemps que le corps travaille. Dès que le corps a trouvé le vaccin, on baisse la température et on envoie les phagocytes. On envoie le vaccin. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le vaccin, en fait. Qu'il faut comprendre la température. Oui. Parce que nous, on a cherché à faire baisser les températures chez tout le monde. Mais en fait, c'est le moment. Il vaut mieux travailler en fait à le stabiliser et à créer des conditions où on peut mieux supporter cette température. Oui, faire en sorte qu'elle ne prenne pas des proportions qui deviennent dangereuses pour l'organisme. C'est ça. Donc réguler la température. Exactement. Surtout pour les enfants en particulier. Plutôt que de l'éliminer, parce que si vous éliminez la température, si vous prenez des pyrétiques, en fait, vous allez accélérer en fait l'explosion de la multiplication au niveau viral, et donc vous risquez de tomber malade beaucoup plus vite. D'accord. C'est le risque. Ok, bon, déjà une première remarque, je le ferai à l'Éducation nationale. Non mais pourquoi pas, je suis un Pékin moyen, je lis ce document. Ce document a été diffusé librement, c'est pas un document secret déclassifié de la CIA. Donc, voilà, non, mais je pense que c'est une très bonne chose sur plusieurs plans, ce papier. D'accord, tu pourras nous le dire après. Ouais. Alors, je continue un petit peu parce qu'il y a une chose, il nous propose une histoire pour contextualiser un petit peu le sujet. Donc je te la raconte, cette histoire, c'est l'histoire du vaccin de Jade. Ouais. Aujourd'hui, le père de Jade l'amène voir le docteur pour recevoir son vaccin. Jade est un peu anxieuse à l'idée de recevoir une piqûre. Elle demande à son père pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. Son père lui explique que ça peut lui permettre d'être protégé contre certaines maladies, comme par exemple le tétanos.
Jade ne comprend pas comment une piqûre peut la protéger d'une maladie qu'elle n'a pas encore attrapée. Et son père lui dit, si tu as des questions, on pourra les poser au docteur tout à l'heure, elle saura te répondre, qu'est-ce que tu en penses? Alors Jade décide alors de faire une liste de questions qu'elle pourra poser au docteur avant de recevoir le vaccin, et on propose que les enfants... Et moi j'en ai des questions par exemple. Moi je trouve que la question de Jade, elle n'est pas si con que ça. Ah ben non. Je la trouve très très intelligente. Alors en plus là, c'est vraiment, ils n'ont pas été très... Parce que le tétanos en plus, c'est vraiment le cas... Ben oui, il me semble. Le cas sur lequel il faut pas trop aller. titiller parce qu'on va vite c'est pas immunisant. Mais non. C'est c'est bien le problème. C'est pour ça. C'est bien le problème. Parce que c'est en plus le tétanos, c'est vraiment. Je l'ai lu 2 ou 3 fois parce que je me suis dit c'est pas possible. Parce qu'ils en auraient pris un autre à la limite. On aurait pu commencer à négocier. Ça demande un développement un petit peu plus. Mais le tétanos, c'est. Tu peux nous en dire quelques mots du tétanos? Ben ouais, le tétanos en fait c'est une bactérie en fait qu'on trouve dans. Donc déjà c'est pas un virus. Non, déjà c'est pas un virus. C'est une bactérie. Et d'ailleurs la vaccination contre des bactéries. Ouais. Il y a comme un truc qui passe pas. Il va falloir poser beaucoup de questions. Il va falloir poser beaucoup de questions. Ça va très loin. Oui, c'est problématique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas immunisant. C'est parce que c'est une bactérie. C'est une bactérie en fait qu'on trouve dans la terre et qui est très 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 présente, mais qui par contre est très très sensible en fait à l'oxygène. Oui. Ce qui fait que l'une des meilleures façons de se prémunir, effectivement, c'est, encore une fois, d'avoir un taux d'oxygène suffisamment élevé dans le sang et de bien oxygéner en fait ces plaies. C'est-à-dire quand on a une plaie, tout ça, il faut vraiment bien oxygéner, bien nettoyer. C'est pour ça qu'on utilisait de l'eau oxygénée, par exemple. Exactement, parce que ça tue en fait quasiment la totalité de cette bactérie-là. Bon, le problème épineux dans l'exemple que tu viens de citer, c'est que en fait cette bactérie, dans la réaction qu'elle entraîne au niveau de l'organisme, dans la réaction immunitaire qu'elle entraîne, en fait, elle n'est pas immunisante. C'est-à-dire que contrairement à d'autres pathologies, comme la rougeole ou ce genre de choses, l'organisme, et c'est sur ça qu'est basé tout le principe vaccinal, l'organisme en fait, une fois qu'il est en contact avec le virus, donc on va prendre le virus de la rougeole, une fois qu'il a trouvé la réponse vaccinale, mais en fait, la prochaine fois qu'il sera en contact avec ce virus, il a une mémoire. Il a une mémoire et donc il va pouvoir répondre avant que les cellules ne se développent. Ça, c'est la théorie de la vaccination. Ça, c'est la théorie sur laquelle repose la vaccination. Le problème par rapport au tétanos, et c'est pas un moindre problème, c'est que justement, c'est pas une virus, c'est une bactérie, et cette bactérie, elle n'est pas immunisante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas créer cette mémoire. D'accord. Donc, à moins de faire, faire cette injection, et encore, à moins de faire cette injection au moment où vous l'avez, la théorie... Ah oui, si tu l'as. Exactement. C'est double peine. Quand le gamin il s'est piqué avec un métal rouillé et en plus tu vas faire l'injection. Mais la théorie là pose vraiment problème. C'est-à-dire que comme le principe de la vaccination repose sur l'immunisation en fait, vu que là il n'y en a pas, c'est compliqué à justifier. Ok. Bon, donc là on est d'accord, l'exemple du tétanos, il était mal trouvé. Ah ouais, là on voit qu'ils n'ont pas étudié leur sujet là pour le coup. Non, mais je vais leur faire la remarque. Par contre, elle pose une question, et ça j'aimerais bien qu'on y revienne. Jade ne comprend pas comment une piqûre peut la protéger d'une maladie qu'elle n'a pas encore attrapée. Donc tu as commencé à y répondre en parlant de cet effet mémoire. Ouais. Par contre, moi il y a un truc qui me titille là-dedans, par rapport à ce que tu expliquais précédemment, c'est que la rencontre naturelle avec une souche virale passe par tous les stades de l'organisme, c'est-à-dire les muqueuses, donc le microbiote qui siège à l'état des muqueuses, et ainsi de suite, avant d'arriver au niveau cellulaire. L'injection d'un produit court-circuite toute cette première étape et arrive dans le sang directement, puis après très rapidement au niveau cellulaire. Est-ce que c'est similaire? Parce que quand Jade dit, voilà, comment une piqûre peut la protéger d'une maladie qu'elle n'a pas encore attrapée, donc je comprends que l'idée, c'est de mimer le fait d'attraper une maladie avec quelque chose de relativement atténué pour se préparer. Tu fais un entraînement avec quelque chose qui va avoir beaucoup moins de conséquences. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, après un vaccin, les gamins ils sont un peu déprimés comme ça et tout, parce que c'est comme s'ils faisaient la maladie, mais en amoindri. Mais est-ce que le résultat obtenu est le même que s'ils étaient exposés réellement au virus? Ah ben non, pas du tout. Justement, c'est ce qu'on évoquait donc. C'est ça qu'on évoquait tout à l'heure. En introduction, c'est que le fait, déjà, la réponse, elle va être globale, elle va pas être spécifique. D'accord. C'est-à-dire que on va être obligé de monopoliser tous les pompiers du corps
peut-être pour un tout petit truc. Donc on va être obligé d'inonder le corps pour un tout petit feu. Alors que quand on le fait effectivement naturellement, le fait de prendre des informations, le fait que le corps, le système immunitaire puisse prendre des informations à chaque étape du passage du virus dans l'organisme, lui donne le temps, plus après, s'il a besoin d'un rap de temps, il demande là-haut à l'hypothalamus de créer un petit peu de température, donne-moi un petit peu plus de temps. Oui, température va permettre de... Oui, voilà. mais ce sont ces états-là qui le demandent. C'est-à-dire que la température, ce n'est pas la maladie qui décide de te faire faire la température, ce n'est pas une expression de la maladie, c'est le corps. C'est l'expression de ta santé, c'est-à-dire que c'est ton corps à toi qui cherche à se défendre, c'est-à-dire qui cherche à créer les conditions pour répondre de façon la plus adaptée à ce qui se passe. C'est ça la température. C'est pour ça que ça reste un non-sens de vouloir s'attaquer en fait à la température, de vouloir la faire disparaître à tout prix, au lieu d'essayer de lui donner de bonnes conditions d'expression. Au lieu de la soutenir finalement. D'accord ? Parce que le corps fait ça pour éviter le pire après. Tout simplement. Donc, c'est toujours un mécanisme de préservation de la vie. Exactement. Donc ces différentes étapes-là vont donner effectivement à l'organisme des clés, des outils, pour pouvoir avoir un scan précis du corps étranger, et du coup de pouvoir préparer vraiment l'antidote très 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 spécifique à ce corps étranger-là, et ne pas léser tout ce qu'il y a autour. Donc ça se fait tranquille. D'accord ? C'est ça l'idée. Par contre, dans l'autre cas, non. Dans l'autre cas, même si la souche en fait est atténuée, on va avoir des réactions qui, dans la plupart du temps, parce qu'on ne tient pas compte du terrain, on ne tient pas compte de l'état de la personne, vont avoir des réactions trop fortes. Et donc, on va être amené à léser certains tissus, à avoir parce que on va inonder le corps parce qu'on a appris qu'il y avait le feu. Et donc tous les feux, toute l'eau va être étalée dans l'organisme, sauf que il y a certains endroits où il ne faut pas qu'il y ait d'eau comme ça. Et donc ça va les léser, et donc ça va entraîner des réactions, des effets secondaires. Très bien. Bon, non, mais la question de Jade, moi aussi je m'y retrouvais. Mais complètement. Très bonne question. Alors je continue parce que bon, tu verras que il y a des tas de sujets qui vont être redondants parce que donc on va pas y passer trop. Oui, mais ça montre à quel point il faut vraiment se pencher sur ces questions-là, parce que ça va nous éviter de répéter tout le temps la même chose. Oui, et moi j'espère qu'un tel travail, par exemple, de questionnement, parce que c'est un questionnement qui est légitime, qui s'appuie sur des fondements scientifiques, pourrait être celui d'enseignants qui vont transmettre cette séquence, parce que je pense qu'il est important de réfléchir sur la vaccination. C'est extrêmement important, et je trouve que c'est même une première. Jusqu'à présent, on l'acceptait comme un dogme, et enfin, on commence. C'est peut-être pour ça que tu dis que c'est une bonne nouvelle, parce que enfin, on commence à réfléchir sur la vaccination. Le gros problème de la vaccination, au-delà des polémiques qu'elle suscite, c'est que il y a un vrai tabou en France, et on n'a jamais débattu, et on n'a jamais laissé une place en fait au questionnement et au débat, sous prétexte que c'est chaise gardée. Et d'ailleurs on se demande pourquoi, parce que si c'est aussi efficace, aussi évident, si magique, quelle crainte? Au contraire. C'est-à-dire que exposons les contre-arguments pour les démonter, puis on en parle. Voilà, vous démontez tout, comme ça tout le monde est par terre, et il n'y a plus d'anti-vax ou de je ne sais pas quoi. C'est réglé. Pourquoi rentrer dans une confrontation alors que vous pourriez balayer tout le monde, mettre d'accord tout le monde, vaincre au chaos, puis on n'en parle plus. Si c'est si évident, encore faut-il que ce soit si évident. Oui. Et c'est vrai que souvent le débat il est caricaturé, c'est-à-dire que si tu oses poser la moindre question, si tu oses une lecture critique, tu deviens anti-vax. C'est parce qu'on est anti-vax. Exactement. Exactement. Donc il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais eu de place par rapport à ça. Et c'est là que le bas blesse, parce que quand on commence vraiment à poser des questions et à s'interroger sur le fondement, ne pas dire, ok, ça a été génial, ça a été super, ok, mais concrètement, comment ça se passe? Et dès qu'on commence à mettre le doigt là-dessus, on voit les rouages et on voit les problèmes. Et donc là, en fait, le document que tu me présentes là, pour moi, c'est le cheval de Troie. C'est-à-dire que c'est le cheval de Troie pour pouvoir, de façon légale, poser des questions là où on nous l'interdisait auparavant. Oui, sauf que là, les questions, elles sont posées de façon un peu fermée, quand même. Oui, elles sont. Mais ça, c'est la question de Jeanne. Mais nous, parents que nous sommes, on a une responsabilité aussi d'éducation de nos enfants, d'accord ?
moi, mes enfants ont déjà des informations là-dessus, et ils vont poser des questions que eux veulent poser, pas les questions que l'éducation nationale veut poser ou que le maître veut poser. Eux vont poser des questions. Et donc, on va, si tu veux, on a une occasion de confronter les questions très souvent pertinentes des enfants à l'ignorance que l'on va découvrir des enseignants. Oui, parce que là, s'ils se fondent sur ce papier, rapidement, on les envoie à la bataille et très peu armés. C'est l'occasion d'aller au-delà du papier, c'est-à-dire c'est l'occasion de poser la question, parce que même moi, je vais aller poser des questions. Je veux dire, je vais aller dire, tiens, moi aussi ça m'intéresse, parce que j'y connais pas grand-chose, est-ce que je pourrais vous poser des questions? Et là, on va très vite voir que ça va être limité, qu'ils ne savent pas, et donc ils auront que deux possibilités. Soit ils se rendent compte qu'ils savent pas, et intellectuellement ils sont honnêtes et donc ils cherchent vraiment l'information, soit ils se rendent compte un peu du poteau rose, et à ce moment-là ça va créer une situation un peu de dissonance. De dissonance, et ça ne peut être qu'une bonne chose, oui, bien sûr. Parce que ça crée la contrainte d'Hormèse dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis que l'intérêt des enseignants comme des parents, comme on est tous des citoyens, et notre intérêt c'est d'avoir une politique de santé qui soit la plus adaptée possible. Exactement. Pour le bien et qu'on puisse de tous. débattre. Et ça, même si c'est dirigé, c'est une première ouverture. Jusqu'à présent, ça, on n'avait même pas droit. Hein. Non. Il faut se rendre compte. Ça, on n'avait pas droit, même si c'est dirigé. Je pense que c'est quand même lié à la pression des antivax, complotistes, antisémites, homophobes, et d'extrême droite, qu'on a stigmatisé au maximum, qui étaient juste des gens qui posaient des questions, je caricaturais avec ces qualificatifs, mais qui posaient simplement des questions, qui disaient, attendez, excusez-moi, mais comme on disait, par exemple, le tétanos, non, là vous avez pris, mais vous êtes planté, là en fait. C'est une erreur, c'est pas grave, mais quand même vous avez fait une erreur. L'idée, ça sera vraiment de leur amener justement du coup cette information-là, et que du coup les choses évoluent strate par strate. Effectivement, on voit bien que les questions et la démarche elle est dirigée, mais nous on peut vraiment s'en servir justement pour créer vraiment du débat. Exactement. Et pas asséner une idéologie. Et ça, c'est très important pour moi. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de poser des questions. Exactement. Et qu'après, chacun puisse... Même si c'est dirigé, il faut bien se rendre compte que jusqu'à présent, ça, c'était interdit. Oui. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas le droit de poser des questions. Parce que c'est comme ça, en fait. Ah, ça risque de zouker dans les écoles. Exactement. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est une très 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 bonne chose. Ça marque vraiment une évolution. Alors on continue un petit peu, parce que là on est vraiment dans la séquence, et donc la séquence va présenter quatre éléments qui m'intéressent beaucoup. Donc d'abord on présente les microbes. Donc les bactéries et les virus sont des microbes, ou micro-organismes. Bon, ça on est d'accord, ce sont des organismes vivants très petits que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Définition des microbes. On peut par contre les observer avec des microscopes. Certains microbes peuvent provoquer des maladies, mais pas tous. Là déjà tu vois, moi c'est flou pour moi. C'est flou. Donc je me dis... Et on n'est pas dans un sketch des inconnus, il y a les méchants microbes, il y a les gentils microbes. Ouais. Et c'est étrange parce que moi j'ai cru comprendre que les méchants microbes n'étaient pas toujours méchants, parce qu'ils sont méchants avec certains individus et pas avec d'autres. Et les gentils microbes n'étaient pas toujours gentils, parce qu'ils étaient gentils avec certains individus, gentils à pas d'autres. Que des microbes qui étaient gentils avec toi un coup pouvaient être méchants un autre coup. Je nage. Je nage complet. Ouais. Tu pourrais m'en dire quelques mots pour m'aider à ne plus nager? Oui. Parce que là, en fait, les microbes, tout comme les virus, bon, ça va peut-être choquer du monde, mais en fait, il n'y a pas de gentils ou de méchants. Ça n'existe pas. Ça, c'est un concept qui est lié à notre éducation et la façon dont on a interagi. C'est comme pour beaucoup de choses. On catalogue tout dans bien et méchant, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Les microbes et les virus, en fait, ce ne sont rien d'autre que des potentiels. C'est-à-dire qu'ils ont en eux, ils emmagasinent une information qui va interagir, en fait, avec notre milieu intérieur. Notre terrain physiologique. Notre terrain, voilà. Et en fonction de l'état du terrain, notre corps, pas le virus, notre corps, va déclencher une réaction. D'accord ? Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans une même salle, quand vous avez je sais pas moi, 5 personnes qui ont la gastro, mais les 5 autres personnes n'ont absolument rien. Et pourtant, à l'origine... C'est une même bactérie. Exactement, on considère que c'est la même bactérie. Des personnes vont pouvoir manger un même plat contaminé par une seule et même bactérie. Exactement. Et cette bactérie va créer de la symptomatologie chez l'un et pas chez l'autre. Non. Parce qu'en fait, donc elle n'est pas mauvaise dans l'absolu. Elle n'est pas mauvaise. Elle est un potentiel qui, c'est dans l'interaction
que le corps va décider de déclencher. C'est-à-dire que, par exemple, on mange tous les deux quelque chose qui est contaminé, d'accord ? Oui. Mon terrain, par rapport, le mélange de cette bactérie avec mon terrain rend potentiellement dangereux la persistance de cette bactérie dans mon milieu. Du coup, mon corps va décider de mettre tout en œuvre pour le chasser. Donc, je vais avoir la diarrhée, c'est-à-dire que je vais créer des symptômes qui vont me permettre en fait de l'évacuer, non pas parce qu'il est méchant, mais parce que par rapport à l'état dans lequel je me trouve au moment où j'interagis avec lui, cela peut être défavorable, ça peut perturber trop fortement le milieu, et à ce moment-là, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Du coup, je décide de créer les conditions pour pouvoir lui dire non, de le chasser. D'accord ? Mais toi, tu as mangé la même chose, mais à ce moment-là, tu n'as pas du tout la même configuration que moi. Et il s'avère que par rapport aux bactéries que tu as déjà au niveau de ton biote intestinal, c'est pas vraiment problématique. Et même au contraire, dans certaines situations, ça peut entraîner un équilibre, c'est-à-dire que ça peut apporter un plus à ton biote intestinal. Et à ce moment-là, ton corps va l'intégrer et non seulement ne va pas avoir du tout de symptômes, mais au contraire va pouvoir profiter de cette interaction. D'accord ? Je souhaite bien du courage aux enseignants qui vont pouvoir expliquer quels sont les bons microbes et les méchants microbes. Non, mais c'est compliqué. Par contre, si l'enseignant qui fait cette séquence est capable d'expliquer cette notion de terrain pour dire que finalement il n'y a pas d'absolu, alors là, on passe à un autre niveau. Et c'est là que tout va se jouer. Si tu veux, c'est le même problème que par rapport à la génétique et à l'épigénétique. C'est le même problème qu'on a rencontré. D'accord. C'est-à-dire qu'on a toujours, et d'ailleurs, on a toujours pensé effectivement qu'il y avait des mauvais gènes, tu sais. Voilà. Non, il n'y a pas de mauvais ou de bons gènes. En fait, c'est pas parce que vous avez un gène qui potentiellement peut être sensible à certaines protéines que vous êtes quelqu'un qui est en mauvaise santé ou qui va développer une pathologie. C'est vraiment l'interaction avec l'environnement qui va permettre d'appuyer sur les boutons des gènes et enclencher l'expression d'une protéine qui va faire que vous allez... mais tout ça, c'est dommage que les deux vidéos du coup sont un peu concomitantes avec celle de tout à l'heure, mais va permettre en fait une adaptation. Et c'est le niveau d'adaptation qui va décider quelles caractéristiques, quelles propriétés on donne à cette bactérie. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est méchante ? Mais par rapport à notre niveau d'adaptation. Donc c'est notre relation avec elle qui va déterminer si elle est méchante ou si elle est bonne. Mais c'est pas un absolu. Non, c'est pas un absolu, parce que peut-être que pour toi, au contraire, ça va être ton meilleur ami à ce moment-là. C'est comme les aliments, si tu veux. Les aliments, on sait très bien, il y a certains aliments qu'on porte au Panthéon, mais il n'y a pas d'absolu, c'est-à-dire qu'il y a... Pour une personne, ça va très bien fonctionner. Exactement, et puis même à certains moments, il y a certains moments, le meilleur fruit du monde ne sera pas ce qui est adapté, et puis vous allez avoir une diarrhée derrière. Ça ne veut pas dire que le fruit n'est pas bon. C'est-à-dire que la relation avec le corps... À ce moment-là, par rapport à tes besoins, c'était pas ce qui était le plus pertinent. Et du coup, ton corps a décidé de l'éliminer. C'est vraiment la clé de l'homéorésie. C'est cette interaction avec l'environnement. C'est l'environnement qui détermine dans son interaction comment on interagit. Et c'est ça qui va faire que il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que de l'adapté ou du non-adapté. Est-ce que ça dépasse la capacité de ton organisme à cet instant-là ? Est-ce que ça nous amène vers de la meilleure adaptation ou est-ce que ça déstabilise dans le mauvais sens ? Voilà. Mais effectivement, là, ils vont avoir du boulot. Parce que, c'est chaussée glissante, là. Là, très glissante. Très glissante. Et avec là, l'éducation nationale... Non, mais c'est une super initiative. Par contre, est-ce que les enseignants sont formés ? Non, ils n'ont pas, à mon avis, ils sont pas prêts. Ah, s'il y a des gamins un peu chauds, ça va être... ça va zouker. Alors, on continue. Donc, on avait le microbe. Ensuite, on a la maladie. Définition de la maladie. Donc, lorsqu'un microbe capable de provoquer une maladie pénètre dans notre organisme. Donc là, on a vu que c'était déjà la phrase, elle est casse-gueule. On parle de contamination. Il peut alors se multiplier dans le corps. La personne tombe alors malade et présente des symptômes. Toux, fièvre. Il existe de nombreuses maladies comme le rhume, l'otite, l'angine. Bon, donc là, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'il fallait dire là-dessus. C'est que, voilà, l'expression même des symptômes est complètement dépendante du terrain de la personne et que ce n'est pas un systématisme. Et les symptômes qui vont apparaître, ce ne sont que des expressions de ce que le corps, et non pas l'élément contaminant qui va mettre en place pour répondre de façon adaptée à la situation. C'est ça qui se passe.
D'accord ? Et donc les symptômes, là, sont la réponse et non pas le problème. Mais là aussi, il va y avoir des... Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions. J'aurais pas aimé t'avoir en classe. Mais moi, s'ils m'appellent en classe, je viens, hein, je leur fais un petit topo. Mais parce que avec intelligence et bien, le débat, c'est là où on grandit tous, quoi. Tout à fait, D'ailleurs, c'est ce qui manque cruellement actuellement. Oui, c'est qu'on puisse se poser, alors non pas dans une espèce d'arène de cirque type BFM TV où les gens sont là pour s'insulter, c'est du spectacle, voilà. Mais juste des gens bienveillants et respectueux de la personne qu'ils ont en face et qui discutent, qui opposent des arguments, qui essaient de comprendre l'autre. Parce que pour moi, pour débattre, il faut avoir vraiment un respect absolu de la personne qu'on a en face. Totalement. Ne pas le considérer comme un demeuré. Énorme. Et puis, il ne faut pas, en fait, chercher à imposer une idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on a tout compris. Il faut vraiment être dans une démarche où on considère qu'on a autant à apprendre de ce qu'on les autres à nous dire que nous, on a à apporter. Et la démarche, c'est vraiment d'essayer de se poser, non pas des questions, mais de se poser les bonnes questions. Et ce que nous révèle tout ce qui s'est passé, notamment avec la Covid et compagnie, c'est que au départ, par rapport aux maladies, par rapport à la santé, on ne se pose pas les bonnes questions. Les bonnes questions. Donc on n'a pas les bonnes réponses. Et bien non, du coup les réponses, elles sont inutiles, c'est-à-dire qu'elles nous font tourner en rond. Mauvaise question amène à une mauvaise réponse et donc on tourne en boucle. Il faut casser cette chaîne-là. Ben, j'espère que ça va y contribuer. Je remercie l'Éducation nationale d'y avoir pensé. C'est possible. Donc microbes, maladies, donc il y a une troisième case, c'est l'hygiène. Le lavage des mains est un geste qui permet d'éliminer une partie des microbes présents sur la peau. Ça peut. Oui, mais là c'est pareil. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Et parce que l'asepsie systématique. Oui, mais surtout, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, je t'en parlerai pendant des mois. L'un des organismes, on va dire, quand je parle d'organisme, c'est vraiment organisme dans l'organisme. C'est-à-dire l'une des structures, l'un des organes les plus importants pour l'immunité, c'est la peau. Plus que le microbiote intestinal, hein. Enfin plus que les intestins. La peau. Le microbiote intestinal est dépendant de la peau, de l'état de la peau, pour survivre. Parce que la peau, en fait, c'est l'interface entre notre intérieur et le monde extérieur, et l'environnement. Oui. Et toutes les informations que va recevoir le microbiote pour pouvoir se nourrir, se développer, savoir dans quelle direction aller, ça va être ce qui va être décodé de l'environnement par notre peau. Donc ça veut dire que la façon dont notre peau intègre l'information environnementale, toutes les autres structures de l'organisme vont recevoir cette information-là. Donc si l'information que reçoit la peau est dégradée, ou fausse, erronée, le biote intestinal va avoir une information erronée. Du coup, il va souvent rater la cible. C'est-à-dire que lui, il va faire ce qu'il faut, mais par rapport à ce qu'il a eu comme info. D'accord ? La peau, donc, est recouverte de plusieurs couches. Hein. Il y a une espèce de petit mucus bactérien qui est là et qui assure en fait cette interface entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre le canal d'information. Donc, plus ces bactéries-là en fait sont présentes en quantité suffisante, plus le canal est ouvert. Et donc, plus les structures qui sont à l'intérieur du corps, donc le biote, mais également les organes, hein, reçoivent avec une grande rapidité les informations du milieu extérieur. C'est-à-dire que du coup, ils ont une capacité de réaction qui est d'autant plus efficace et rapide que ce canal est ouvert. D'accord ? Lorsque on perturbe ce tapis muqueux bactérien, eh bien, au fur et à mesure que vous le perturbez, ce canal se ferme. D'accord ? Et du coup, vous créez une espèce d'imperméabilité au niveau de ce canal qui va détériorer l'information et la capacité d'adaptation de tout votre système immunitaire. Donc, lorsqu'on est amené à se laver les mains tous les jours pour éviter les microbes, on oublie qu'en même temps, on tue tous les microbes qui nous sont favorables.
Et on ne parle pas donc de gel hydroalcoolique, parce que l'utilisation du gel hydroalcoolique 15 fois par jour. Alors là, c'est parce que c'est une chose de se laver les mains une fois dans la journée, parce qu'à la fin de la journée, tu as de la terre sur les mains et tout, ça paraît nécessaire. Et une chose de se les laver toutes les demi-heures, et qui plus est avec du gel hydroalcoolique. Pour le coup, le gel hydroalcoolique, pour moi, c'est un vrai fléau. Un vrai fléau, parce que c'est quand même un produit d'une certaine agressivité. C'est corrosif, hein, on se rend compte, le contact avec la peau est très très corrosif. Ouais. Donc sous prétexte de se protéger par rapport à un virus particulier, on en oublie tout le reste en fait. On en oublie tout le reste derrière. C'est orienté et donc on oublie tout le contexte. Exactement. Alors que quand on pèse le bénéfice, jamais, parce que toutes les autres, les bactéries, là, elles nous protègent de millions et de millions de virus. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles permettent justement cette barrière, elle nous permet d'interagir de façon harmonieuse, en fait, avec tous les virus et les bactéries qui nous entourent. C'est-à-dire qu'elle permet de laisser rentrer les bonnes et de ne pas laisser rentrer les mauvaises. Enfin, les mauvaises. J'entends. Celles qui ne sont pas adaptées au moment où on en a besoin. Et c'est pour ça que la qualité de l'information instantanée est importante. Du coup, on régule les flux de façon efficace. Et justement, de nous permettre, en fait, d'être toujours en harmonie avec tous les virus et les bactéries qui nous entourent. Si vous détruisez ça, vous détruisez la communication avec votre environnement, et deux, vous perdez la barrière la plus importante, c'est-à-dire le premier filtre pour pouvoir après gérer de façon vraiment chirurgicale le traitement que vous accordez aux virus et aux bactéries. C'est-à-dire savoir s'il est bon pour vous à ce moment-là, savoir s'il faut le rejeter de suite, quel mécanisme de réaction est-ce qu'il faut mettre en place, enfin, tout ça. Tous ces mécanismes que le corps détermine. Et pour lesquels il est fait en fait. Il est fait pour avoir ça, mais en fait vous perdez tout ça. Et du coup on se retrouve avec une symptomatologie effarante qui signe en fait le fait que le corps est perdu. Il ne sait plus où aller. Et donc, il met en place énormément de symptômes pour essayer de compenser ça. Et donc, cette grande quantité de symptômes qui apparaît à ce moment-là, il ne faut pas le considérer comme une expression du fait qu'on est encore plus malade, mais du fait qu'on est encore moins, mais qu'on n'est pas adapté à la façon dont on interagit en fait avec les virus. Je comprends. Et donc d'ailleurs, la façon dont c'est formulé pour le cycle 2, qui est un peu plus simple, quand tu te laves les mains, tu élimines une partie des microbes qui sont sur la peau, cela limite le risque de maladie pour toi et les autres. Donc oui, c'est vrai que tu élimines une partie des microbes qui sont sur la peau, par contre... Tu limites pas les tiens. Et ça a une conséquence. Oui, et tu limites pas les tiens, parce qu'en te lavant les mains de façon exagérée, il y a d'autres maladies que tu peux peut-être attraper. D'accord. Parce que cette barrière-là, si tu la fais disparaître, ça c'est une barrière qui te protège H24. Pas que lorsque tu as touché quelque chose qui potentiellement est sale, et voilà, la nuit, tout le temps, cette barrière elle te protège. Et donc si cette barrière elle est vraiment détruite, peut-être que par rapport aux zones qu'il faut éviter par rapport à la Covid, ok, mais il y a d'autres zones dans lesquelles, parce que des virus, ils sont partout, hein, ils ne sont pas que dans les structures que l'on touche, ils sont partout. Ils sont dans l'air, ils sont partout. Exactement, et donc ceux-là, ils vont pouvoir pénétrer et interagir de façon peut-être pas très adaptée. Ok. La quatrième case de notre petit parcours, c'est la dernière, vaccination. Donc on l'a mis en dernier. Ouais. Les vaccins sont un moyen de se protéger de certaines maladies. Ils permettent d'apprendre au corps à mieux combattre les microbes. Là, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'il fallait dire. C'est qu'il y a quand même des sacrés bémols à mettre sur cette présentation qui est un peu simpliste et très caricaturale. Oui, et puis on est vraiment dans l'aspect très théorique, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment prendre le temps d'aller voir dans la pratique comment c'est. Et je sais très bien qu'on nous dit que... mais il faudrait aller voir plus précisément comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, on l'a vu rien qu'avec la Covid, on l'a bien vu, hein, en termes d'efficacité, entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés. On voit que la théorie, là, la Covid a eu cette vertu de mettre en avant, de façon mondiale, cet aspect de la vaccination. C'est-à-dire qu'au départ, chacun était dans son coin, et donc on acceptait de façon un petit peu comme ça, ex nihilo, le fait, ce qu'on nous disait sur l'efficacité des vaccins, que ça avait sauvé des millions de vies, tout ça, bon, chacun l'acceptait. Et là, c'est la première fois que
que le monde entier est touché en même temps. Ouais. Et donc, il y a vraiment un champ d'études qui peut être fait et on peut voir concrètement si la théorie colle. Oui, au niveau épidémiologie. Exactement. Et là, le bas blesse. C'est-à-dire qu'on voit pour la première fois sur une étude réelle de terrain, de façon mondiale, que la théorie a vraiment du mal, à coller à la réalité qu'on observe. On lui met des rustines en permanence pour essayer de lui faire dire ce qu'on aimerait qu'il dise, mais en étant vraiment honnête intellectuellement, on voit que c'est très compliqué. Ok. Avant-dernière étape là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai relevé. Alors bon, le document est assez long, hein, il fait une 40aine de pages à peu près. Hein. Bon, il y a beaucoup de redondance parce qu'il s'agit de donner des outils aux enseignants. Avec les questions qui ont été soulevées là, d'après moi, il y a de quoi discuter pendant plusieurs semaines dans chaque école. Oui, oula. Mais ça serait génial. Mais c'est super, c'est vraiment super. Alors, là, une étape là, que je voulais voir, c'est qu'à un moment, on propose de raconter une histoire, finalement, entre un petit garçon qui s'appelle Adam et son grand-père. Et son grand-père, finalement, a été contaminé à la rougeole, naturellement, avant que le vaccin existe. Et Adam, lui, il a été vacciné, et ça ne s'est pas passé de la même manière. Et donc, on fait un tableau dans lequel on développe les deux scénarios. Dans le scénario numéro 1, le grand-père, personne non vaccinée, est infecté par la rougeole. Okay. Donc, il a une rencontre avec le vrai microbe de la rougeole. Il n'a pas d'anticorps déjà présents, et donc, il développe la maladie. A l'inverse, Adam, qui est une personne vaccinée infectée par la rougeole, vaccin, première rencontre avec le microbe endormi. Alors ça, il faudra qu'on en parle, du microbe qui dort. Je me dis, il ne faut pas faire trop de bruit. Il faut faire attention lors de la vaccination. Puis quand on fait la piqûre aussi, il faut pousser doucement. Oui, voilà, parce que sinon on risque de le réveiller. Le corps fabrique des anticorps comme s'il rencontrait le vrai microbe. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Je ne suis pas certain. S'il rencontre plus tard le vrai microbe, les anticorps seront déjà là et pourront éliminer le microbe. Pas de maladie. Alors, ça, c'est la théorie dans toute sa splendeur. Oui, alors, sans vouloir, et là toujours pareil, on est dans la discussion, dans la réflexion, mais c'est tellement manichéen cette présentation, et sans aucun bémol, sans aucun... Enfin, c'est assez incroyable pour moi. C'est pour ça que je parle vraiment de théorie dans toute sa... On est vraiment dans quelque chose de tac, et puis c'est comme ça, quoi. Dans tout le document, quand même, parce que sans être un chercheur complotiste, maintenant, on commence quand même aussi à parler des effets secondaires des vaccins, des effets des adjuvants, et des choses comme ça. Il n'y a aucun mot là-dessus. Non. Strictement aucun mot. Et c'est dommage, je trouve, parce que si on veut faire vraiment un débat, il va falloir être honnête. Il va falloir parler de tout, de tous les aspects. Si l'intérêt, c'est de servir les intérêts du peuple, c'est-à-dire nos intérêts. D'ailleurs, ça s'adresse au peuple, puisque c'est les enseignants du peuple qui vont parler aux enfants du peuple, des parents du peuple. On ne parle pas des intérêts des grands laboratoires. Il va falloir poser tous les éléments sur la table et que, populairement parlant, on puisse prendre des décisions. C'est ça. Donc, dans cette comparaison de scénarios, donc, le grand-père, il rencontre le vrai microbe, il n'a pas d'anticorps déjà présent, il développe la maladie. Adam, qui a été vacciné, il a d'abord rencontré le microbe endormi, il fabrique des anticorps comme s'il rencontrait le vrai microbe. S'il rencontre plus tard le vrai microbe, les anticorps seront déjà là et pourront éliminer le microbe, donc pas de maladie. Dans le cas d'Adam, donc microbe endormi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est une façon de nous dire en fait que le microbe, en fait, il est inoffensif pour nous. Donc c'est une façon de créer un cheval de Troie et de faire baisser notre garde, en fait, et de dire, écoute, là, il est tranquille, c'est-à-dire que c'est un microbe qui est atténué de sorte à ce que ton système immunitaire ne s'emballe pas. D'accord, parce que c'est vrai que moi, on me dirait, voilà, pour éviter que ton gamin développe des symptômes liés à la rougeole, on va lui inoculer le virus maintenant. Moi, globalement, je dirais, en fait, ça ne fait aucune différence. Et que vous le donniez maintenant ou plus tard, ça ne va faire aucune différence. Et c'est vrai que maintenant, nanti des informations que tu m'as données, je veux dire, moi, je préférerais qu'il le rencontre par voie aérienne plutôt que qu'on lui injecte parce que ça va court-circuiter une certaine partie de ses défenses. Endormi, ça permet de nous endormir C'est orienté. Donc, je veux dire, endormi, c'est un terme qui est rassurant. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, ça ne veut rien dire. Il y a des microbes atténués. Oui, il y a des microbes atténués. Des microbes tués. Alors là, ça aussi, ça m'a toujours surpris. Comment est-ce qu'on peut tuer un microbe qui n'est pas vivant, un virus qui n'est pas vivant? Ah ouais, non, ça, c'est un abus de langage. Ah oui, d'accord. Parce qu'on m'a dit plusieurs fois, on m'a dit oui, ce virus, il a été tué. Oui, non. Regarde, même dans Wikipédia, regarde un virus, c'est pas vivant. Qui a été mis hors d'atteinte en fait, dans leur esprit, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais on voit à quel point les notions, les concepts sont pas clairs. Ouais, mais c'est important parce quand même. Que pour si dire, on dit tuer, on pour dit avoir tuer. un tel abus de langage, on voit que le concept derrière, il est pas clair. Ouais. Non, mais moi, si on me dit endormi, c'est qui dort. Ouais.
C'est que genre, il peut se réveiller, donc il faut faire gaffe effectivement au moment où on va l'injecter. Oui, c'est ça. Parce que t'imagines, il est endormi, tu l'injectes, il se réveille. C'est l'impression que ça donne. Moi, j'ai un bébé, je sais ce que ça donne quand le bébé se réveille. Enfin, tu vois, on fait tout ce qu'on peut pour pas qu'il se réveille. Mais si tu veux, ce tableau, il révèle surtout une chose importante. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la maladie est un ennemi. C'est-à-dire que c'est quelque chose... L'objectif, c'est de ne pas être malade. C'est-à-dire que c'est vraiment un objectif en soi. D'accord ? Alors que on sait bien aujourd'hui qu'il y a la plupart des maladies, nous sommes vraiment... c'est quelque chose de porteur pour l'organisme. On prend l'exemple de la rougeole, mais par rapport au petit Adam... la rougeole, ça fait partie de ces maladies infantiles qui permettent justement au système nerveux et au système immunitaire de faire un travail en fait de connexion. C'est-à-dire que c'est une maladie d'ailleurs qui, au niveau infantile, a très 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 peu de dangerosité, même si on nous l'a présenté comme quelque chose de très dangereux, que les enfants meurent, qu'il y a eu des enfants qui sont morts et tout ça. La plupart du temps, les enfants qui sont morts, parce que du coup, moi j'ai mené vraiment une enquête sur ça, parce que je trouvais surprenant quand même. Parce que quand on connaît le mécanisme de la rougeole, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut mourir de ça en fait ? Ça paraît pas logique. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les enfants qui sont morts de la rougeole ne sont pas morts de la rougeole, mais avec la rougeole. C'est-à-dire que... Ça, c'est un distinguo qui est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, c'est exactement la même chose qu'avec la Covid. Les gens qui sont morts de la Covid, ou les gens qui sont morts alors qu'ils avaient la Covid. Donc on apprend, du coup, que cet enfant était dénutri, qu'il avait d'autres pathologies, qu'il avait... Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte qui était très particulier. Et il est même... Alors là, c'est purement de la supputation, hein, je n'ai aucune preuve, mais il est fort probable... Par contre, qu'il soit décédé d'autre chose de la rougeole, mais il s'avérait qu'à ce moment-là, il avait la rougeole aussi. D'accord ? Et ça, c'est fort probable. C'est fort probable. Mais la rougeole en soi, c'est vraiment une maladie infantile qui, dans un contexte standard, ne doit poser aucun problème. Aucun problème. D'accord ? C'est quelque chose, au contraire, qui doit permettre à l'enfant de créer un stade de maturation au niveau de son système immunitaire et de son système nerveux. C'est-à-dire que tous les deux qui avaient tendance à travailler un petit peu de leur côté lors de leur développement, là, ils se lient en fait, et ils apprennent à travailler ensemble, pour faire de façon simple. Hein. Et donc, lorsqu'on fait une injection, et en fait, on squeeze ça. C'est-à-dire qu'on empêche du coup, on empêche les structures du corps d'atteindre un niveau de développement dans leur complexité. Ce qui fait que par la suite, eh bien, en fait, ils vont devenir beaucoup plus fragiles lorsqu'ils vont être en contact avec d'autres virus. Ils vont avoir beaucoup plus tendance à surréagir, alors qu'un enfant qui aura fait naturellement la rougeole, la rubéole, par exemple, eh bien, il aura été préparé. Mais au niveau organique, je parle, pas au niveau du virus. Parce que le virus, c'est un prétexte, en fait. C'est juste une information qui passe. Ce qui est important, c'est dans quel état se trouve le corps après ça. Et d'ailleurs, les anciens disaient toujours que les maladies infantiles faisaient grandir. Mais oui, c'est ça. J'ai toujours entendu dire que les maladies infantiles, tu douilles pendant quelques jours. Oui, mais tu douilles. Après, le gamin, il grandit. Le fait de douiller, ça renvoie au stress d'hormèse dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Et c'est ça qui fait aussi, c'est le fait de douiller qui permet de donner les moyens au corps de devenir plus résistant. Et alors, dans la proposition concernant Adam, donc vaccin, première rencontre avec le microbe qui dort, on est d'accord, on en a parlé. Le corps fabrique des anticorps comme s'il rencontrait le vrai virus. Est-ce qu'on en est certain ? Non. Non, encore une fois, il y a le problème de la souche dont je parlais. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un vaccin, on le crée à partir d'une souche très spécifique. Très spécifique. Et il est fort à parier que entre le moment où on fait le vaccin, on prépare les vaccins, on l'injecte à l'enfant, il se passe peut-être des années, et que la souche avec laquelle que l'enfant rencontre ne soit pas du tout la même, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des variants au sein même de la souche, et que du coup l'expression
va devenir, comme je disais tout à l'heure, global. C'est-à-dire que le corps va devoir donner une réponse extrêmement forte, globale, c'est-à-dire qu'il va devoir sortir le Karcher pour un petit feu. D'accord ? Alors que lorsqu'on le fait de façon naturelle, c'est-à-dire qu'une immunité directe, on a la spécificité de la réponse qui fait qu'en fait, on met juste un seau d'eau là où il y a le feu qui part et c'est réglé. Tu vois ? Mais par contre, ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a, tous les enjeux qu'il y a eu entre le moment où on a aperçu la souche qui est arrivée dans le corps et le moment où on a versé le seau d'eau. C'est-à-dire que toutes les étapes qui ont permis d'arriver jusqu'au seau d'eau, c'est ça qui est important pour le corps. C'est ça qui est important. C'est pas le seau d'eau pour éteindre, pour faire disparaître le virus. Ce qui est important, c'est ce à quoi ça nous amène. Ça nous renvoie au schéma dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et alors moi, j'avais aussi une question à te poser, puisque le corps fabrique des anticorps comme s'il rencontrait les vrais microbes. Est-ce que l'immunité se résume aux anticorps ? Non, bien sûr que non. L'immunité, les anticorps, c'est une partie très 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 spécifique. En fait, c'est la partie finale de l'immunité. L'immunité, c'est essentiellement un travail préventif. C'est-à-dire que vous avez des sentinelles partout dans le corps qui viennent, qui circulent en fait dans tous les réseaux, dans tous les réseaux sanguins et qui vérifient en fait qui circule, qui a le droit d'être là, qui n'a pas le droit d'être là. Et donc ils collectent des informations, ils demandent des papiers à toutes les structures qui passent là. Ils sont avec leur lampe, là, puis voilà, ils vérifient. Tout là, vous êtes qui ? Vous êtes nouveau ? Voyons, montrez-moi vos papiers. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous venez faire ? Vous séjournez longtemps ? Voilà. Et du coup, il y a tout un listing. Et donc ça permet, par rapport à l'expérience passée aussi, de se prémunir. Par exemple, ce profil-là, on sait que la dernière fois qu'il est rentré, ça a entraîné des conséquences. Donc toi, on va peut-être te mettre en quarantaine. Et puis on va voir comment ça se passe. Et donc, il y a tout un travail de prévention qui fait que les anticorps, en fait, c'est vraiment l'ultime étape lorsqu'il faut traiter une réaction vraiment qui a été poussée un peu, je dirais, à son paroxysme. D'accord ? Au niveau viral. Oui, donc c'est presque comme la dernière ligne de défense, c'est parce que tout le reste a été passé. Exactement, et qu'il y a eu, à un moment donné, ça a été débordé pour X raisons. Mais le principal aspect de l'immunité se joue vraiment en amont. Les anticorps, c'est quelque chose, c'est une situation qui est précise à un certain cadre, à une certaine situation très spécifique. Oui, donc, ramener le débat au niveau des anticorps, en fait, il y a la confusion entre anticorps et immunité. Oui. Là, on laisse entendre qu'anticorps et immunité, c'est la même chose. Exactement. Donc à ce moment-là, on dit, finalement, il fabrique des anticorps comme s'il l'avait rencontré. Ouais. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas l'immunité. Il ne fabrique pas une immunité comme s'il l'avait rencontré. Complètement. De dire ça, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais de le prétendre... Oui. Ouais, pourquoi pas ? On a envie de dire pourquoi pas, dans certaines conditions, mais c'est pas une évidence, ça coule pas de source, quoi. Ça coule pas de source, et en plus, de toute façon, ça ne sera qu'une portion congrue de l'immunité. Exactement, et ça sera qu'une petite proportion, exactement. C'est pas ça qui va faire l'efficacité. Alors, dernier point sur lequel moi je voulais t'interroger, parce que c'est comme une espèce de développement logique qui se fait au cours de ces séquences qui sont proposées, séquences pédagogiques. Au moment où on montre une vidéo donc, sur la rougeole qui a été réalisée par Santé publique France, donc, que j'ai regardé, qui reprend un petit peu tous les éléments sur lesquels on a pu mettre des bémols. Et on nous dit, la vidéo proposée est centrée sur la rougeole, mais le principe de la vaccination reste exactement le même pour d'autres maladies, grippe, oreillon, tétanos ou même Covid-19. Et là, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que de ce que j'ai lu un petit peu partout, le principe, les produits utilisés, le mécanisme vaccinal spécifique pour le Covid-19 était très, très original. Ouais. Puisqu'on a parlé de vaccins ARN, on n'est pas du tout dans la technologie classique. Non. Donc, amalgamer tout entre la rougeole, les tétanos, on a vu que c'était un peu mal barré, et mettre le Covid-19 dans la même escarcelle, Non, c'est la façon dont déjà ils ont produit ce qu'ils ont appelé des vaccins, parce que si on s'en tient vraiment à l'étymologie scientifique, ce ne sont pas des vaccins. Il y a vraiment un grand pas a été franchi. On a utilisé des technologies extrêmement récentes pour lesquelles, même si certains ne veulent pas l'entendre, on n'a pas vraiment de recul. Voilà, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, on dit que ça a été, mais
Non, pas vraiment. Oui, ça a été totalement inédit la façon dont on a opéré et la façon dont on a voulu répondre à ça. Par contre, tous les exemples que tu as cités ne sont absolument pas comparables. Déjà, les mécanismes ne sont pas les mêmes, parce que tous les virus, en fait, n'interagissent pas de la même façon avec l'organisme, c'est-à-dire qu'ils n'altèrent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas identifier comme corps étrangers au même stade. Parce que tel virus va pouvoir avoir vraiment des intérêts à certains niveaux et pas à d'autres. Et donc, en fonction, et c'est pour ça d'ailleurs à chaque fois on ne symptomatise pas à chaque fois qu'on a un virus, parce que des virus, on en a tout le temps. Il y a cet amalgame-là aussi, de croire que on a un virus que lorsqu'on développe la maladie qui lui est associée. On sait très bien qu'on a un virobiote, c'est-à-dire un ensemble de virus. Il est fort probable que j'ai des virus de la rougeole, de la grippe, qui circulent dans l'organisme actuellement, et qu'on en a partout dans les airs, tout à fait. Sauf que mon organisme, mon système immunitaire, a trouvé un équilibre en fait avec eux, et du coup, ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de mon organisme. Voilà, c'est tout. Donc là, il y a clairement un manque de subtilité. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de traiter tout de façon globale, c'est-à-dire de faire une espèce de généralité. Et lorsqu'on étudie l'histoire des vaccins et de la vaccinologie, c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'on a, d'un cas particulier, on a voulu en tirer des conséquences et quelque chose de global. D'accord ? Et donc, effectivement, là, si on veut véritablement faire un effort de pédagogie, pour comprendre qu'est-ce qui sous-tend tous ces mécanismes-là, il faudra faire l'effort d'aller vers la subtilité et de voir tous les rouages et toutes les complexités qu'il y a à l'intérieur. Sans ça, on ne pourra jamais comprendre quels sont les véritables enjeux, et du coup, on passera complètement à côté de la cible du véritable sujet. Et donc, le débat pourra rapidement être stérile si on n'accepte pas ça. Stérile. Stérile. Exactement. Pierre, je te remercie parce qu'effectivement, moi j'ai des questions. Alors, moi, je me dis que voilà, une telle interaction entre nous deux, ça peut aussi amener des parents à discuter avec leurs enfants et à faire en sorte que l'école soit vraiment un lieu de débat. Et j'imagine des situations incroyablement belles dans lesquelles l'enseignant va être interpellé, les enfants vont interpeller et ensemble, ils vont progresser vers une meilleure connaissance. Parce qu'on parle toujours de choix éclairés. Et donc, j'espère que cette vidéo contribuera. Même les parents, parce que là, pour le coup, dans leur démarche, les enfants auront beaucoup de choses à apprendre aux parents. C'est excellent, excellent. Donc on remercie l'Éducation nationale. Exactement. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne. Je te remercie de m'avoir consacré du temps, Pierre. Avec grand plaisir. Merci, Pierre. Merci, Thierry.